quand on regarde les chiffres, ce qui se passe ici et ailleurs, on a aujourd'hui un conflit de classe majeur qui est absolument visible. Visible territorialement. Aujourd'hui, les grandes métropoles sont celles qui portent Macron. La France périphérique est celle qui a porté le vote Le Pen. Ça se clive énormément socialement. C'est quand même fou de voir qu'aujourd'hui, à Paris, 90% des électeurs ont voté Macron. Là, on est quand même... Ça signifie quoi? Ça signifie que les classes populaires ont été évacuées de Paris. Ça raconte la sociologie parisienne. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des perdants et des gagnants et que les perdants sont aujourd'hui les catégories populaires, ce qu'on appelait hier l'ancienne classe moyenne, puisqu'il y a un fait majeur dans l'ensemble des démocraties occidentales, qui est le grand secret finalement, c'est la disparition de la classe moyenne traditionnelle. On est dans un effondrement de la classe moyenne et évidemment, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que le modèle économique mondialisé, il allait cliver les choses très très fortement. Il faut surtout pas le dire, surtout pas le montrer, d'où finalement la réaction, on va dire, des gardiens du temple, à vous dire que c'est plus compliqué que ça. Moi j'adore c'est plus compliqué que ça. Par exemple, on peut dire... Oui. À la Courneuve, il y a des gens qui payent l'ISF. Est-ce que ça veut dire qu'à la Courneuve, les gens sont riches? Je connais, il y a très certainement aussi des ménages pauvres à Neuilly-sur-Seine. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a des pauvres? Non, on est bien là sur des postures qui visent à rendre invisible ce qu'est cette France populaire, ce qu'est cette France des classes moyennes. On ne se côtoie plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la métropolisation, c'est pas seulement... une question géographique ou territoriale. C'est la question de la bulle. Aujourd'hui, les gens qui vivent, qui se rassemblent dans ces grandes métropoles, se ressemblent de plus en plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils voyagent? Ils vont de métropole en métropole, en France et à l'étranger. Ils rencontrent d'autres gens qui les confortent dans leur système. Et on a bien un système qui aujourd'hui, mais même le monde médiatique, même le monde politique et intellectuel est dans cette bulle-là. À la fin, c'est un véritable problème. C'est pour ça que je parle de crépuscule de la France d'en haut. C'est que si vous n'avez pas un renouvellement de la pensée, et on le voit par exemple dans le monde académique, dans le monde universitaire, 99,9% des gens pensent la même chose. Alors on peut se dire c'est très bien, ils se protègent, etc. Mais à la fin, ça tue la pensée elle-même. Et ça, c'est un véritable problème parce que ça ne permet pas finalement de penser la société dans son ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça n'est pas socialement durable. On a un modèle qui crée des richesses, la France ne s'effondre pas en termes de PIB, etc. mais qui n'intègre pas. C'est toute la difficulté. Si on continue dans cette direction, ça va vraiment très mal se terminer. Aujourd'hui, quand vous regardez la courbe de création d'emplois, les emplois de plus en plus se créent dans ces grandes métropoles. Quand vous avez une logique de marché, des prix immobiliers qui font que de toute façon, le marché de l'emploi le plus dynamique est inaccessible aujourd'hui pour les catégories populaires, il va bien falloir penser un autre modèle économique sur ces territoires-là, un modèle alternatif. Et là, quand on se promène en France, qu'on rencontre des élus de gauche ou de droite, ils ont des idées pour leur territoire, ils ont des projets. C'est pas le problème d'un manque de matière grise. Le problème, c'est qu'ils ont de moins en moins de pouvoir politique. Et là, il y a bien une stratégie. Il y a bien une stratégie de concentration des pouvoirs du côté, justement, de cette France d'en haut. Du côté de cette France d'en haut ou du côté, j'allais dire, d'une gouvernance mondiale qui, de toute façon, a décidé que les États n'étaient plus le bon échelon pour gouverner. C'est-à-dire qu'on a en permanence aujourd'hui, de la part de patrons de multinationales, de la part de tous ces gens qui vantent la mobilité, qui vantent l'abolition des frontières, ce discours qui consiste à dire, en fait, les gouvernements ne sont plus efficients. Il faut les remplacer. C'est le discours en vogue dans la Silicon Valley. Quand un modèle ne marche pas, on le bazarde. Donc la démocratie, ça marche pas, on bazarde. Bien sûr, c'est le risque. Et d'ailleurs, vous n'avez pas échappé qu'après le Brexit, on a quasiment eu des tentatives, ou en tout cas des papiers qui nous expliquaient que finalement, il faudrait que presque le Grand Paris et le Grand Londres soient quasiment indépendants. On a vu des tribunes du maire de Londres et d'Anne Hidalgo dans cette direction-là. Voilà. Mais après Trump, la Silicon Valley et la Californie demandaient presque son indépendance. Donc on voit bien ces logiques finalement totalement bourgeoise. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, ce qu'on vit est très classique. On a une lutte des classes classique, sauf qu'on a une nouvelle bourgeoisie qui ne s'assume pas en tant que bourgeoisie. C'est pour ça que c'est compliqué. On a un prolétariat qui ne sait pas qu'il est le prolétariat, donc il joue aussi là-dessus. Il y a une chose qui est frappante. Vous dites c'est un phénomène qui en fait se reproduit, une lutte des classes, mais il y a une légère modification, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'autrefois, en gros, les classes dangereuses, le prolétariat, on lui faisait honte parce qu'il était responsable
de sa pauvreté, responsable de sa misère. Aujourd'hui, on lui fait honte pour autre chose. On lui explique, mais comment osez-vous critiquer la mondialisation et le libre-échange? Ça a sorti de la pauvreté les Chinois, les Indiens. C'est-à-dire qu'en gros, ça s'est fait sur son dos, donc, mais il aurait quand même tort de se plaindre, puisque ça voudrait dire qu'il n'est pas solidaire des pauvres des pays du tiers-monde. Escroquerie totale. Bien sûr, la posture de supériorité morale marche en partie, aussi parce qu'elle se double d'un discours autour de l'antiracisme, de l'antifascisme, etc. Donc tout ça est très très positif, effectivement. Sauf que c'est très fragile. Ça ne peut pas durer très longtemps. Ce n'est pas politiquement durable. Ça commence à s'effriter. D'ailleurs, on le voit dans le vote. Sauf que finalement, le résultat, c'est quand même que ça a marché. Il faut voir les dynamiques sur le temps long. Oui. La dynamique populiste, elle est enracinée dans le changement de modèle économique des années 80, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, vous avez quand même 60% des inscrits qui ne se sont pas portés sur la liste Macron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement l'antifascisme, le no passaran marche de moins en moins. En réalité, personne n'y croit. Parce que si ça marchait, ça voudrait dire qu'on a des catégories très différenciées qui se seraient retrouvées chez Macron. C'est quand même très typé socialement. On retrouve quand même les winners, la bourgeoisie traditionnelle, la nouvelle bourgeoisie, les protégés. Donc on voit bien finalement des gens qui finalement se protègent et protègent des intérêts de classe et leur patrimoine pratiquement.